Aujourd'hui, comme vous le savez, on va parler des métiers de la santé. Et on a avec nous 3 intervenantes aujourd'hui. Donc on a Laura que vous commencez déjà à connaître depuis un petit moment, elle est souvent là. C'est notre psychologue chez Hello Charlie. Elle va pouvoir nous parler de son parcours. On a Mallory aussi qui est avec moi, qui est ma colocataire, qui est étudiante en école d'infirmière. Et on a aussi Floriane qui est infirmière et qui va donc pouvoir nous parler Bonjour. de son métier et tout ça, tout ça. Donc la petite présentation que j'ai préparée, donc on va déjà parler un petit peu des réformes qu'il y a eu par rapport aux études de santé. On va faire un petit point parce que je pense que c'est important parce qu'on peut vite se perdre là-dedans. Et après, on va passer aux questions avec les invités. Alors, je vais prendre mes notes parce que... Voilà. Alors, c'est quoi toutes ces réformes? Alors, on a plusieurs sigles qui sont un peu compliqués à comprendre quand on n'a jamais mis la tête dedans, mais je vais essayer de vous les expliquer simplement. Alors, on a la PACES qui était l'ancien parcours des études de santé. Donc, c'était ce qu'on appelait la première année commune des études de santé. Donc, ça, c'était pour devenir médecin, pharmacien, odontologue, sage-femme, kiné, etc. Mais ce parcours n'existe plus. Il a été remplacé par le parcours PASS et le parcours LAS, que je vais vous expliquer aussi. Donc, le parcours PASS, ça signifie le parcours spécifique accès santé, qui est un nouveau parcours, qui est un parcours santé, et qui inclut 2 choses. Donc, premièrement, il y a dans ce parcours un tronc commun ou une majeure, qui va contenir en fait plus ou moins les mêmes matières qu'il y avait dans PACES avant. Et avec ça, on a aussi une mineure, donc ça va être une matière qui est plus ou moins, enfin pas trop en lien avec la médecine, mais qui est plus quelque chose de général. Donc on va avoir le choix de prendre soit sciences et techniques, soit SVT et environnement, soit STAPS, psycho, philo, langue et communication ou droit. Donc ça, c'est pour PASS. Ensuite, on a quelque chose d'autre. Donc ça, c'est la grosse nouveauté, c'est qu'on a quelque chose qui s'appelle LAS, qui signifie la licence avec option accès santé. Et ça va inclure également 2 choses. Donc comme son nom l'indique, c'est une licence, donc c'est comme les licences qu'on va pouvoir trouver à la fac. Donc ça va être premièrement un parcours licence qui reste classique, donc par exemple le droit, la psycho, etc. Et avec ça, on va avoir de manière supplémentaire 2 modules qui vont être imposés en fonction de la licence que vous avez choisie. Donc si par exemple vous avez choisi la licence de SVTE, donc sciences vie, sciences de la vie, de la terre et de l'environnement, vous êtes obligé de prendre le module santé et sciences humaines et sociales. Pour toutes les autres licences qui ne sont pas SVTE, vous allez devoir prendre le module santé et le module sciences et vie. Donc ça, voilà, sciences de vie, ça sera imposé en fonction de la licence que vous allez prendre. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la licence avec option accès santé. Donc voilà, c'était un petit peu le résumé pour tous ces sigles-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais peut-être un petit peu trop vite, mais je vais le détailler un petit peu plus par la suite. Parce qu'en fait, on se pose beaucoup de questions après cette réforme et surtout sur la possibilité de redoubler ou pas. Ça a fait énormément de débats. La PACES, on avait le droit de redoubler. Et la PASS, on se dit qu'on n'a plus le droit, etc. Sauf que c'est un petit peu plus, c'est un peu plus à nuancer en fait que ça. Je vais vous expliquer ça pour le PASS et le LAS. Donc j'ai fait des magnifiques petits schémas, comme vous pouvez le voir. Pour la PASS, alors, on a dans 2 situations, si on valide la première année ou si on valide pas la première année de PASS. Donc, si on valide la première année de PASS et que par miracle notre candidature est acceptée, si on a candidaté par exemple pour, je sais pas, kiné, imaginons qu'on soit accepté, eh ben, on va être admis en 2e année. Donc là, tout roule. Par contre, si on a validé notre PASS, mais que malheureusement on n'est pas accepté dans les candidatures qu'on a faites parce qu'il n'y a peut-être pas assez de place ou que sais-je. Alors là, on va pouvoir poursuivre en licence 2, donc en 2e année de licence, de la mineure qu'on a choisie en passe. Donc par exemple, si on avait choisi la mineure psycho, eh ben, on va pouvoir continuer directement en 2e année de psycho à la fac en fait. Et si on arrive à valider notre 2e année de licence à la fac, eh ben, on va avoir la possibilité de recandidater aux études de santé par la suite. Donc en gros, on ne perd pas une année, quoi. On perd pas une année à recommencer passe. Là, on va faire une année de licence et si on valide cette année de licence, on va pouvoir recandidater aux études de santé.
Et pour ce qui est de la non-validation, donc imaginons qu'on ne valide pas notre première année de passe, on n'a pas la moyenne ou que sais-je, il est effectivement interdit de redoubler. Donc, par contre, on peut quand même se réorienter, donc en LAS notamment, ou autre si vous voulez aller en licence ou à la fac ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est qu'il y a une petite passerelle, c'est que même si on valide pas la passe, on peut aller en LAS, donc qui est la suite que je vais vous présenter. Donc c'est ce que je vous avais dit juste avant, la LAS c'est la licence avec option accès santé, et donc même si on valide pas la passe, on peut aller en deuxième recours, on peut aller en LAS, et là je vais vous présenter un peu comment ça fonctionne. Donc pareil, il y a 2 cas, si on valide ou si on valide pas la première année de LAS. Donc si on la valide cette première année et que nos candidatures sont acceptées, on va être admis en deuxième année. Par contre, si notre candidature n'est pas acceptée ou qu'on souhaite se réorienter, on peut poursuivre en L2. Et si si on valide notre L2, on va avoir la possibilité de recandidater aux études de santé. Et donc, même si on avait raté notre LAS, mais qu'on valide notre L2 notre passe, pardon, et qu'on valide notre année de LAS, on va pouvoir recandidater quand même aux études de santé. Voilà, c'est peut-être un peu flou. Je ne sais pas si je vais trop vite, donc n'hésitez pas à me dire dans le chat. Je l'ai sous les yeux là. Après, si on valide pas notre première année de LAS, on ne peut pas candidater pour les études de santé, mais on peut redoubler cette année de LAS. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu tout ce qui était jargon et tout ça. C'était pour se mettre un peu dans le bain. Mais on pourra répondre à vos questions si vous en avez par la suite. Et là, je vais commencer à faire intervenir nos intervenantes. Et pour le reste, pour ce qui est des études de psychologie, d'infirmier, pour devenir infirmier ou psychologue, comment ça se passe? Donc, je vais peut-être laisser la parole en premier à Laura qui va nous expliquer comment est-ce qu'elle est devenue psychologue, quelles ont été ses études, etc. Ça marche. Alors, je vais peut-être faire une différence entre le psychologue et le psychiatre. Ouais. Le psychiatre, donc, il a fait des années de médecine et s'est spécialisé après en psychiatrie. Donc, on est sur, si je ne me trompe pas, 5 années de médecine et 3 ans de spécialisation en psychiatrie. Là où le psychologue a 5 ans de psychologie. N'est pas considéré comme un médecin, donc on ne peut pas prescrire de médicaments et n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Même s'il commence un petit peu à percuter avec tout ce qui se passe là en ce moment, que ce serait peut-être bien que les psychologues aussi soient remboursés, etc. Alors, comment ça se passe les études je parle moi de mon expérience personnelle, je ne sais pas si ça a changé depuis le temps ou si c'est différent dans les autres facs. Moi, j'ai fait toutes mes années d'études donc à Lyon 2. En gros, comment ça se passe? On a donc 3 ans de licence qui sont généralistes, c'est-à-dire que la psychologie, c'est pas juste du Freud, etc. On a plusieurs types de matières, donc on a ce qu'on appelle la neurobiologie. Typiquement, c'est l'étude du cerveau, qu'est-ce qui se passe, quelle protéine est sécrétée à tel moment, quelle zone du cerveau fait quoi, etc. On a de la psychologie cognitive, donc là on est plus sur le fonctionnement interne du cerveau, donc la mémoire, ce genre de sommeil, ce genre de choses. On a de la psychologie sociale, qui est l'étude de l'être humain en groupe, tout simplement, et de l'influence de la société sur le comportement. On a de la psychologie clinique, qui est plus ce qu'on appelle psychologie en général, donc Freud et tous ses copains. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La psychologie du développement, donc là c'est plus sur les enfants, tout simplement, les stades de développement, etc. Qui, au fur et à mesure, vont plus se baser aussi sur la gérontologie, etc. Donc vraiment, c'est le développement au sens large de l'être humain. Et je pense que j'ai fait le tour des matières que j'ai eues. Si j'en ai oublié une, après on a des matières style des stats, des trucs comme ça, mais ça n'existe pas, on n'a pas de cours magistraux là-dessus. Un an, je crois que j'ai eu, enfin un semestre, un cours magistral sur les maths. Une fois qu'on a passé la licence, où on a un stage obligatoire en 3e année, on commence un petit peu à se spécialiser aussi en 3e année, on se retrouve avec le master, tout simplement. Il faut savoir que pour être psychologue, il faut être titulaire d'un master 2 ce qu'on appelle professionnel. Donc il y a 2 types de masters différents. Il y a le master de recherche qui là destine principalement faire un doctorat, et le master professionnel qui destine simplement professionnel.
Mais comme je fais jamais rien pour tout le monde, moi j'ai fait un master de recherche. Mais d'abord j'ai fait donc le master 1 qui était en psychologie sociale et du travail. Comme je vous ai dit, c'est l'étude principalement de la société et aussi l'étude de la psychologie au travail, donc les différentes formes de travail, l'impact que tel ou tel management peut avoir sur tel ou tel individu, etc. L'étude des burn-out, ce genre de choses et tout. La première année de master, ça a été la plus rude, c'est-à-dire que je suis passée de 20-25 heures de cours par semaine en licence à facile 35 heures de cours par semaine. À ça s'ajoute un stage obligatoire et un mémoire à rédiger. Donc, comment ça se passe un mémoire, ce qu'on appelle un mémoire de recherche? On choisit le thème qu'on veut, tant que ça a un rapport avec notre spécialisation. Le thème qu'on veut, et on doit poser une question. Alors, moi, c'était sur les jeux vidéo, et je me suis posé la question de quelle est la différence des souvenirs qu'ont les joueurs en fonction des personnages. Est-ce qu'ils se souviennent plus de la psychologie des personnages ou est-ce que la façon dont les personnages sont habillés a une influence sur leur mémoire? Un peu compliqué comme ça, mais typiquement, j'ai pris 2 personnages féminins qui ont des vêtements qui sont totalement à l'opposé de ce qu'elles sont intérieurement. Et après, j'ai fait des entretiens avec des joueurs qui avaient joué plus ou moins à ces jeux. J'ai fait le comparatif aussi avec des personnages masculins, voir ce qu'ils avaient retenu de ça. Donc, typiquement, j'ai fait tout mon truc sur un jeu vidéo, mon jeu préféré en l'occurrence. Et après, une fois que donc on a la question, la recherche, c'est-à-dire que j'ai fait des recherches typiquement sur les stéréotypes de genre, j'ai fait des recherches sur les jeux vidéo, l'impact des jeux vidéo sur la mémoire, ce genre de choses, pour après avoir des hypothèses. Après, donc il y a mes entretiens. De mes entretiens, j'ai fait des analyses. Et après, à la fin, on explique si oui ou non l'hypothèse a été validée et si aurait pu être améliorée, etc. On a un mémoire de recherche, grosso modo, c'est ça. Et après, on passe à l'oral, on présente ce mémoire-là. Et souvent, c'est la note au mémoire qui va faire si on passe ou non en Master 2. À savoir, maintenant, je sais que la sélection se fait directement en Master 1. Pourquoi? Parce qu'avant, il y a des gens qui passaient leur Master 1, qui faisaient leur mémoire, mais qui n'étaient pas pris en Master 2. Et typiquement, qu'on ait un Master 1 ou une licence de psycho, ça ne change rien. Et on a le droit à la même chose. Voilà. Ça vaut pour pareil. Donc, si on rentre en Master, maintenant, il me semble que c'est de la Master 2 automatiquement validée. Ce qui fait que la sélection reste quand même très rude. C'est-à-dire que là, quand on arrive dans certains, c'est pas le cas de mon truc, mais dans certains, typiquement la psychologie clinique et la psychopathologie qui est très demandée, on arrive avec 500 personnes pour 20 places. Donc forcément, et les sélections sont plutôt rudes à ce moment-là, il y en a plein qui sont mis sur le côté, etc. Moi, après, j'ai fait un Master 2 travail en réseau et un autre truc, je ne me souviens plus, travail en communication, je crois, qui était simplement comment les nouvelles technologies s'adaptent à l'être humain et comment l'être humain s'adapte aux nouvelles technologies. C'est un master de recherche, tout simplement parce que c'est vraiment le truc qui m'intéressait le plus. Donc pareil, rebelote. Pour le coup, j'avais très peu de cours. J'avais une après-midi de cours par semaine, si je ne me trompe pas. Donc on est vraiment sur du live. Ça, c'est spécifique à ce master de là, ils sont pas tous pareils. Mais moi, j'avais qu'une seule après-midi de cours par semaine, où on était je crois qu'on était 10. Donc, sachant que dans les 10, ça se passait dans une école d'ingénieurs, il y avait 5 ingénieurs avec nous et 5 psychologues. Ensuite, quand il y a encore un stage, c'est un stage de professionnalisation avec un mémoire en rapport avec ça. Donc, moi, j'ai fait ça dans un studio de jeux vidéo. Mon mémoire est en rapport avec ce que je cherchais pour eux là-bas, c'est-à-dire l'impact des émotions, enfin, comment, grosso modo, dans les PNJ des jeux vidéo, faire en sorte que les émotions soient crédibles. C'est quelque chose qui est très, très dur, en fait. Donc, ils avaient un modèle, j'ai prouvé que leur modèle était tout pourri, tout simplement. Et ensuite, comme j'avais fait un master de recherche, mais que je voulais quand même avoir un titre de psychologue, j'ai fait ce qu'on appelle une année de professionnalisation. Une année de professionnalisation, qu'est-ce que c'est? C'est un an où on est suivi par un psychologue, donc pas suivi par un psychologue qui a fait une psychothérapie, non, c'est juste on a un psychologue professionnel qui suit le stage qu'on fait pendant cette année-là, qui nous donne qui nous aiguille, on va dire plutôt, sur notre manière de faire, etc.
Après, on fait un mémoire, surtout un compte rendu de stage, ça peut être plus juste, où on se pose et on montre qu'on est capable de se poser en tant que psychologue au sein d'une entreprise. Donc, c'était psychologue du travail. Moi, mon stage, je l'ai fait chez Charlie à ce moment-là. À partir du moment où notre psychologue référent et notre maître de stage, enfin c'est vraiment maître de stage, prof maître de stage, parce que j'avais deux, donc ma patronne qui était ma maître de stage plus un prof qui me suivait. À partir du moment où le psy et le prof ont dit ok c'est bon, le mémoire est validé, vous avez votre titre de psychologue, vous avez ce qu'on appelle le numéro ADELI, qui sont nos numéros de professionnel de santé qu'il faut aller déposer pour être validé, etc. Je crois que c'est administratif. Et à partir de là, vous êtes reconnu comme un psychologue. Tout simplement. J'ai fait un résumé, c'est hyper complexe. Donc voilà, s'il y a des questions, il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. Après, moi, j'avais une petite question. C'était, enfin, je crois que tu sais pas, mais les masters, il me semble que ça a changé. Il n'y a plus master pro ou master de recherche. Parce que moi, avant d'être chez Charlie, j'avais fait une licence de sciences cognitives. J'étais à Lyon 2 aussi, et j'avais fait donc, la première année de psycho et ensuite sciences cognitives. Et j'avais encore des potes qui étaient restés en master de psycho et ils faisaient tous un mémoire. Ouais. Il n'y avait pas de master de recherche ou de master de professionnalisation, quoi. Enfin, Après, je sais pas, parce que vu qu'il y a une réforme du master, bon, de toute façon, dans tous les cas, en master 1, tu fais un mémoire. Peu importe où tu es, tu dois faire un mémoire. Et en deuxième année aussi. En fait, si tu fais un master pro, tu auras un mémoire. Si tu fais un master de recherche, tu auras un mémoire aussi. Okay. La seule différence, c'est la posture que tu prends. C'est-à-dire qu'en master de recherche, tu auras une posture de chercheur, là où en master pro, tu auras une posture de psychologue. D'accord. Voilà, donc c'est juste la posture qu'on me demande d'adopter qui est différente, mais sinon le fond entre guillemets est la même chose, même si bien sûr tu n'étudies pas les choses de la même manière. Typiquement, j'avais commencé parce que j'avais été reçue, avant de savoir que j'étais reçue au master où je suis allée, j'avais été reçue en master pro psychologie sociale. Et j'avais donc commencé à bosser avec eux et on avait des postures très pro dans le sens où on bossait aussi pour des entreprises. D'accord, ok. Donc on avait des études de cas dans des entreprises et voilà, on allait voir les gens des entreprises pour leur proposer nos services. Ce qu'on peut voir maintenant dans beaucoup d'écoles de commerce, tout simplement. Voilà. Alors après, est-ce que maintenant ils font la distinction entre pro et recherche? Je pense que de toute façon, il faut quand même qu'ils la fassent. En plus, c'est pas du tout la même posture qu'ils adoptent. Donc ça me semble compliqué de dire à quelqu'un qui a fait un master pro, bah maintenant tu vas faire un doctorat. Je sais pas. Franchement, faudrait creuser la question. C'est une bonne question. Je vais aller la creuser après parce que c'est requis, mais les deux postures ce seraient différentes. Ok. Bah, merci beaucoup pour ton intervention. C'était super complet. On va peut-être passer aux infirmières. Donc, on a une étudiante avec nous et une pro. Donc, je sais pas qui veut prendre la parole en premier pour parler toujours donc des études, comment vous en êtes arrivé là. Mallory, toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Enfin, voilà. Bah, n'importe. Si tu veux commencer, Mallory, vas-y. Bah, écoute, est-ce que déjà, c'était ce que vous vouliez faire de base au début? Est-ce que c'était un rêve d'enfant ou c'est venu comment cette idée-là de devenir infirmière? Bah, je commence alors du coup. Bah, pour moi, c'était... alors, c'est un peu compliqué parce que c'était quelque chose que j'avais en tête, mais quand j'ai passé mon bac, avant de passer mon bac, j'ai passé le concours parce qu'à l'époque, c'était un concours. J'avais pu en passer qu'un seul parce que pour des raisons financières, je pouvais pas en payer beaucoup. Et malheureusement, pour moi, je l'ai raté d'un point pour aller à l'oral. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, bah écoute, c'est pas grave, j'ai raté ce concours-là, je repasserai l'année prochaine. En attendant, je m'étais inscrite à la fac de psychologie, parce que ça m'intéressait aussi. De fil en aiguille, j'ai fait mes 3 années de licence, j'ai ma licence de psy, et en fait, j'ai fait mon stage en pédopsychiatrie dans un hôpital psychiatrique. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que la psychologie, ça me plaisait, c'était très bien, mais j'ai voulu être infirmière et je voulais être encore infirmière maintenant. Parce qu'en fait, durant ce stage, j'étais tout le temps avec les infirmiers, les aides-soignants. Et je me suis dit, écoute, allez, repasse ton concours et tu vas l'avoir. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'en fait, il n'y avait plus de concours. Il fallait s'inscrire sur Parcoursup. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Voilà, à peu près. Et dans ma famille, on est beaucoup dans la santé, donc je pense que ça a un peu joué aussi. Mon papa, il est sapeur-pompier, ma maman, elle est aide-soignante, ma soeur est sage-femme, et mon frère est en études de médecine.
Ok. Donc, je pense qu'au fond de moi, c'est peut-être un peu, voilà. Est-ce que tu Du coup, je crois laisse, qu'un exercice comme le grand oral que tu es censé préparer en quelques mois t'aurait permis de t'entraîner à l'oral? C'est quoi qu'est-ce que tu penses que tu aurais pu mieux faire ou différemment pour réussir ton oral? alors en fait, moi, ce qui a été compliqué, c'est que déjà, j'avais fait un bac. J'ai fait un bac STMG, donc j'avais peu de bio, j'en avais plus du tout, et surtout que j'avais un niveau de base en maths très bas. Genre moi, les maths, ça me terrorisait. J'étais vraiment Et en fait, pour le concours d'infirmier, ce qui m'a sauvée, c'est que j'avais quand même une culture assez élevée. Je lisais beaucoup, je me renseignais sur les sujets. Donc j'ai eu D'accord. 14, il me semble, à l'écrit. Et en fait, à côté de l'écrit sur des questions de culture, il y avait ce qu'on appelle, je sais plus tellement, qu'on appelle ça, Des tests psychotechniques. Voilà, c'est ça, merci. Des tests psychotechniques. Et même, franchement, j'avais beau essayer de faire les trucs, ça n'a pas marché. J'ai eu 8 ou 9 et c'était éliminatoire. Il fallait 9 ou 10, je sais plus. Et j'ai pas pu du coup passer l'oral. Je sais même pas comment ça se D'accord. fait. Du coup, faut peut-être demander à, je sais pas comment tu t'appelles, pardon. Floriane. Floriane. Alors moi, du coup, à la base, je voulais être pédiatre. Ok. Donc j'ai fait 1 an de PACES, parce qu'à l'époque, c'était encore PACES, que j'ai pas réussi à un niveau vraiment très compliqué, et au final, c'était pas vraiment ce qui m'intéressait. Donc j'ai passé à la fin de ma PACES, j'ai passé un concours infirmier. Donc j'ai eu l'écrit et les tests psychotechniques, j'ai passé un oral, mais moi je suis très timide, donc autant dire que les oraux c'est pas mon truc. D'accord. J'ai loupé l'oral du coup. Et, pour pas perdre 1 an, j'ai fait 1 an de psychologie. On a un parcours qui se ressemble. Ouais. Un an de psychologie en fait, pendant lesquels j'en ai profité pour réviser mes tests psychotechniques pour le concours infirmier et m'entraîner sur des oraux. Du coup, j'ai passé plusieurs concours l'année d'après d'infirmière et j'ai été prise à l'école de la Croix-Rouge de Lyon. Ah, c'est mon école. Alors, c'est vrai? Oui, je vais à Croix-Rouge de Lyon. À l'époque, elle n'était pas encore où elle est maintenant. Wow. Voilà. Et du coup, on parlait de quoi? L'oral, du coup, qui est... En fait, s'il pose une question, il posait une question, je sais pas, du coup, maintenant, il n'y a plus d'oral. Il posait une question de culture générale et il fallait ramener ça sur le point de vue infirmier, etc. C'était pas très intéressant comme oral, en vrai. Ok. Mais il fallait y passer. Et métier de la santé, donc pédiatre à la base, donc métier de la santé, tu es restée dans cet univers-là. Comment t'es venue à avoir ce cheminement-là parce que c'est lié à tes valeurs, ta personnalité, voilà pourquoi. Ouais, c'est ça. En fait, j'aime les gens. C'est Ok. déjà. Voilà. Et en fait, je sais pas, je voulais toujours travailler avec au contact des personnes, et, particulièrement des enfants à la base. Et les soins, je sais pas pourquoi. Depuis toute petite, en fait, déjà, je voulais être médecin. Mon stage de 3e, je l'ai fait chez une pédiatre, donc déjà, c'est pour dire. Voilà. Mais dans ma famille, moi, il n'y a pas du tout de métier de la santé. Mais je sais pas, écoutez, depuis toute petite, c'est dans mes valeurs, c'est dans prendre soin des gens. Voilà. Ok. Et moi, j'avais une petite question. C'est que pour être aide-soignant, alors il me semble que Mallory, c'est ce que tu me disais, c'est que toi, avec ta première année d'infirmière, tu es déjà aide-soignante. Oui, alors en fait, à la fin de l'année, quand on avait dit toutes les UE, on a en fait ce qu'on appelle une équivalence, c'est-à-dire qu'on a un papier qui nous dit qu'on peut travailler en tant qu'aide-soignante. C'est pas le vrai diplôme en soi, mais ce papier, il fait office de, en fait. C'est-à-dire que généralement, les étudiants infirmiers, enfin, pas tous, mais ils travaillent après durant l'été en tant qu'aide-soignant. Et il y en a après qui sont déjà aides-soignants, et ceux qui sont déjà aides-soignants et qui voudraient faire l'école d'infirmière, ils zappent quelques UE en fait, ils font pas le premier stage. Après, ça dépend des écoles. Ok, si on veut directement être aide-soignant. Et ben en fait, il y a un concours qui, en fait, il y a l'école d'aide-soignant. En fait, il faut passer le concours et pour rentrer à l'école tout simplement.
Après, alors ça se fait peut-être plus maintenant, mais généralement, du point de vue de ma mère qui est soignante, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est rentrée directement à l'hôpital en étant ASH, pardon. C'est agent de service hospitalier, si je ne me trompe pas. Et généralement, ils font travailler les personnes, ils les forment rapidement, ils les forment en tant qu'aide-soignant. Et après, tu peux te faire payer l'école d'aide-soignante et devenir aide-soignante avec le diplôme. Ok, merci. Mais il y en a qui ont travaillé en étant aide-soignant, pardon, sans diplôme. Faisant fonction, ouais. Voilà, faisant fonction, merci. Ok, bah merci beaucoup. Pas de souci. J'ai encore préparé une autre slide après. Donc, je vais encore vous poser plein de questions. Vous allez pouvoir parler de votre vie. Je sais pas par où est-ce qu'on pourrait commencer. Ah oui, il y a un truc que je voulais aussi discuter, c'est que si par exemple, alors je sais pas comment ça se passe maintenant, mais tu me disais tout à l'heure que si on a notre diplôme d'infirmier, on peut ensuite passer dans des études de médecine. Alors, normalement, si je ne me suis pas trompée, en ayant le diplôme d'infirmier, on peut faire une passerelle et passer directement en 2e année de médecine. Ok. Voilà, et ça, je n'en sais pas plus, j'avoue que je n'ai pas trop regardé. Je vais déjà être infirmière avant d'être médecin, c'est déjà pas mal. Déjà, voilà. Donc, c'est pas gagné, voilà. Et d'ailleurs, oui, on pourrait peut-être rebondir sur ça. Toi, comment tu le vis tes études après ta licence de psycho? Qu'est-ce que tu en penses de tes études d'infirmière? Est-ce que c'est difficile? Le rythme, les stages aussi, tout ça? Écoute, ça m'a fait un peu bizarre parce qu'à la fac, vraiment, on avait, je sais même plus, 15 heures de cours par semaine. Donc déjà, là, on a des cours un peu comme au lycée, 8 heures, 18 heures parfois. Mais le plus dur, ça a été... non, en fait, c'est à la fois le plus dur et le mieux, je trouve, dans ces études-là, c'est que par rapport à certaines études, en fait, on a des stages, on en a beaucoup, et en fait, ça coupe un peu le travail, tu peux souffler un peu, et dans le sens où tu es vraiment... En fait, on te met directement dans le métier que tu vas faire plus tard, et je trouve ça aussi bien que aussi fatigant. Je sais pas comment expliquer, mais en gros, en fait, tu vas vraiment pouvoir pratiquer tout de suite. C'est pas que comme en psycho, par exemple, tu attends la 3e année pour faire un stage. Là, première année, moi, j'ai fait tout le mois de septembre, et le mois d'après, j'étais en stage pendant un mois complet. Donc ça, c'est très bien, mais aussi à côté, ça fatigue beaucoup parce que là, on fait les horaires des soignants. Ça peut être difficile aussi par rapport au fait que le stage peut être très loin. Si on n'a pas de voiture, ou même si on a une, il faut pouvoir payer les trajets. Parfois aussi, ça se passe pas forcément bien en stage. Donc c'est un peu compliqué et je trouve qu'on n'est pas forcément aidé. Je ne sais pas si c'était déjà comme ça pour toi. Mais tu as raison, ouais. Ouais, malheureusement. Ouais. Je sais pas s'il y a des gens qui veulent particulièrement être infirmiers ou infirmières ici, mais on va vous dire la vérité, on va pas mentir, les stages c'est très difficile et malheureusement ça sera toujours parce qu'il y a des gens un peu aigris partout, on va dire, même dans ces métiers-là. Mais j'ai autant eu des stages qui se sont très mal passés où je voulais arrêter, j'en avais vraiment marre, j'étais en mode mais en fait vous êtes horrible, qu'est-ce que vous faites? Et après j'ai eu un stage où les soignants ils m'ont fait pétiller les yeux, vous êtes des personnes magnifiques, vous m'apprenez plein de choses. Donc je pense que si un jour ça se passe mal, faut pas baisser les bras parce que ce que vous voulez faire, vous allez y arriver. Et c'est pas parce qu'il y a une mauvaise personne qui vous a, je veux pas dire de gros mots, qui vous a mal parlé ou qui a fait la première année et dit que vous serez une infirmière de merde, c'est pas pour ça que vous le ferez pas et que le prochain stage il va très bien se passer et soyez confiants. Après du coup cette étude elle nécessite je pense beaucoup de remise en question sur ces valeurs. Certaines choses qu'on va voir, elles peuvent choquer, ça va beaucoup nous questionner. Et aussi, je pense qu'il faut avoir un peu... moi, j'étais très timide aussi, je n'osais pas trop. Et en quelques jours en stage, je me suis dit, bon, là, il va falloir que tu te montes un peu, que tu te dises que tu es bien à ta place, que tu as la blouse blanche, mais que tu la mérites. Et que je pense que si j'avais été au lycée en sortant de ça, je ne serais peut-être pas arrivée. C'est pas dire que vous ne pouvez pas y arriver, je ne sais pas s'il y a des lycéens, mais juste que ça va nécessiter beaucoup plus de force mentale. Je ne sais pas si c'est force de caractère, pas se laisser marcher dessus par des adultes, entre guillemets, un peu supérieurs à vous, alors qu'en fait, ils ne sont pas du tout supérieurs à vous. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Non, mais tu as très bien résumé les choses, Mallory. En plus, moi aussi, j'ai eu des stages qui ne sont pas très, très bien passés, un en particulier, où vraiment, en fait, on est poussé à bout. Si on pouvait lâcher la formation, ça arrangerait certaines soignantes. Ne me demandez pas pourquoi elles font ça, j'ai toujours pas compris et il faut que tu viennes en stage chez nous, tu verrais qu'on est formidable.
On en reparlera après. Mais est-ce que vous dénoncez, c'est une forme de bizutage dans le secteur, dans le métier? Bah, je peux pas te dire. C'est pire que du bizutage, en fait, je pense. D'accord. C'est du défilement, certaines fois. Je comprends pas comment on peut être aussi méchant sur des choses parce que des stagiaires, il y en a dans tous les milieux du travail. Ouais. Je pense que c'est plus difficile pour nous parce qu'en fait, on est face à des patients aussi. Donc derrière, on a des. Enfin, je dis pas que les stagiaires dans les entreprises, c'est pas grave, mais bon, nous, on peut nous mettre à dos un patient qui a eu un souci grave, qui peut être dans le coma, on peut dire, c'est la stagiaire. Enfin, ça arrive. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé. Mais là, on dit qu'on a quelqu'un en face et que si on se loupe, voilà. Mais des fois, pour vous dire, il y avait des choses, j'ai entendu des choses mais horribles, je sais pas pourquoi spécialement dans ces milieux-là, mais après il y a beaucoup les infirmières qui me disaient moi on m'a fait ça en stage donc je le fais aussi aux autres étudiants. Donc c'est pas pourquoi. C'est quoi cette mentalité, sérieux? Bah écoute, des aigris, moi je les appelle des aigris, vraiment. voilà. Carrément. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Après il y a des infirmières qui sont pépites, vraiment, c'est ça qui m'ont fait aimer le métier, qui encore maintenant, quand j'y vais, des fois, j'ai des étoiles dans les yeux parce que je sais qu'elles vont être géniales et que je ne tomberai pas sur des... Bah ouais, c'était justement ça la question derrière, c'est qu'est-ce qui vous a fait tenir bon? Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier? C'était une petite question que j'avais marquée. Ouais. Je pense que, on va dire les patients, hein. Moi je les appelle les patients, mais c'est ça quoi. Quand tu passes ton temps avec des personnes qui t'apprennent beaucoup, ça marque, c'est des rencontres humaines incroyables. Même si même les petites choses, les regards, on te serre la main, enfin c'est un peu cliché, mais le remerciement. Ouais, juste merci. Ouais. Voilà, ça n'a pas de prix en fait. Je me sens pas Superman, mais je suis là en mode tu t'es senti utile dans ta journée, t'as aidé quelqu'un et c'est le plus bel chose du monde, tu vois. Genre vraiment. T'as aidé quelqu'un et il en est reconnaissant. Moi je trouve ça génial aussi. Ouais. Et que t'as donné ton temps, mais pour quelque chose d'utile. Ouais. Tout à fait. Ça a beaucoup de sens, quoi, c'est ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Et ça me fait tout de suite penser à cette autre question qui était comment est-ce que vous arrivez à gérer le lien avec vos patients? Parce que ça reste quand même dans le cadre du travail, mais je pense que c'est très dur de ne pas s'attacher quand même. Comment est-ce que vous gérez ça? Ça, moi, c'était le plus compliqué, surtout pendant mes stages, en fait, où on nous attribue un certain nombre de patients. Moi, on m'attribuait un certain nombre de patients, et du coup, c'est des patients qu'on voit, mais tous les jours. Tous les jours. Ceux qui restent longtemps, les petits papis, mamies qui nous disent « mais t'es comme ma petite fille », etc. à la fin du stage, c'est difficile de... Moi, je sais que j'ai encore des noms en tête de patients dans mes études, alors que j'ai fini en 2013. Et c'est ce qui avait le plus compliqué. Maintenant, je suis dans un service de chirurgie où les gens ne restent pas, donc j'ai moins ce lien. Mais c'est difficile de trouver, je trouve, l'équilibre entre le détachement. C'est ça le mot que je cherchais. D'accord. Et du coup, ça peut peut-être parfois devenir difficile de... C'est ça. Suivant les lieux de stage où tu es, par exemple chimiothérapie, où tu sais que tu le revois pas parce que si tu le revois pas, c'est pas bon signe. Et on ramène des histoires un peu compliquées des fois chez nous. Ouais, c'est ça, c'est gérer la vie pro et la vie perso, quoi. Complètement. Ça c'est vrai, parce que je trouve que moi, vu que je suis en plein dans les études, ils nous parlent toujours de la bonne posture. Il faut être la bonne soignante qui s'attache, mais pas trop. Mais au final, on est un être humain et je pense qu'il ne faut pas oublier ça, même si c'est dur. Moi, je sais que je suis très émotive et que j'ai ramené beaucoup, beaucoup trop d'histoires chez moi et je suis même pas encore diplômée. Mais en fait, ça va m'aider. Je vais me dire, écoute, pourquoi je ressens ça? C'est normal, je suis un être humain. C'est des histoires parfois tragiques. Mais il faut juste faire la bonne chose pour pas que ça te submerge, parce qu'au final, quand il va falloir agir, il faudra agir et tu peux pas te mettre à pleurer parce que tes patients, t'en as encore 15 derrière, tu vois, c'est souvent comme ça. Mais ça fait la force de ce métier et aussi ce qui est difficile, mais je pense que avec l'expérience, on y arrive. Moi, je suis encore jeune, je suis même pas encore infirmière, mais on va y arriver. C'est sûr. Et en plus, moi, je trouve que ça permet de relativiser la vie, de se dire qu'en fait, il y a tellement de trucs, mais débiles qui peuvent arriver n'importe quand, n'importe comment, que il faut profiter, quoi. En fait,
je suis ressortie souvent du boulot en me disant, mais profite de la vie, quoi, en fait. Ouais. Voilà, les histoires, ça arrive pas qu'aux autres et il faut y aller. Et voilà. Ouais, Moi, ça me fait que du positif, en fait. C'est des leçons de vie toutes les semaines au quotidien, quoi. Donc, c'est un peu ça. Exactement, c'est ça. Beaucoup d'humilité à avoir. C'est vraiment intéressant, hein. C'est très intéressant. Et toi, Laura, dans tes études de psychologie ou dans ton métier, dans la manière dont tu l'exerces, j'imagine qu'on t'a aussi prévenu de faire cette distinction entre vie pro, vie perso. Est-ce qu'il y a des choses qui t'avaient marqué dans ton enseignement ou dans ton exercice de profession? C'est bien sur ça que j'ai pas voulu aller en psychopathologie, simplement, parce que c'est encore différent la psychopathologie par rapport à ce qu'on peut vivre en tant qu'infirmière, parce qu'en psychopathologie, c'est forcément en contact avec des gens qui sont malades, psychologiquement j'entends, c'est forcément quand tu es infirmière aussi. Donc tu es en contact avec des schizophrènes, avec des gens qui sont bipolaires, avec des gens qui sont des grands dépressifs, ce que tu peux retrouver aussi en tant qu'infirmière bien sûr, mais là c'est vraiment très ciblé. Donc moi je me suis dit, je serais pas capable de gérer ça, de gérer l'agressivité des gens, de gérer ce genre de trucs, parce que j'ai une sensibilité qui m'est propre, j'ai une approche et une vision des choses qui m'est propre. Donc c'est vrai que j'ai pas ce genre de choses maintenant. C'est vrai que comme j'ai fait la psychologie du travail, et ben on se retrouve à faire des études de cas, parce que j'ai pas été confrontée directement à ça, mais des études de cas à des trucs qui sont complètement ouf. Alors j'ai en tête un exemple qui s'appelait la cage. Chelou quand je dis ça comme ça. En gros, c'était un service qui étaient ensemble depuis des années, qui fonctionnaient très très bien ensemble, etc. Il y a eu une restructuration et toutes ces personnes qui avaient l'habitude de travailler ensemble se sont retrouvées dans des pôles complètement différents, à des endroits. Enfin, voilà, on a complètement changé leur cadre de travail d'un coup. Les process étaient vraiment tout a changé. Ils avaient juste le même poste, mais sauf que tout avait changé. Et là, forcément, quand tu compares, on parle de chimiothérapie avant, oui, bon, deux poids deux mesures, ça. Mais ça peut engendrer des souffrances de travail qui sont très très fortes. J'ai eu des études de cas sur des suicides. Quand j'étais en psychologie développement, donc là on était plus sur des études de cas sur les enfants, sur des cauchemars qu'on peut faire des enfants. Et là, le pire, c'est que tu as juste les descriptifs du cauchemar de l'enfant et c'est à toi d'analyser. Et tu sais pas si ce que tu vois, c'est juste ou pas. Ce qui intéresse vraiment, c'était un examen, donc ce qui intéresse vraiment, c'est ta démarche. Ce qui intéresse le prof. Mais toi, quand tu commences à tout lire et à te dire, tiens, ça c'est ça, ça c'est ça, ça se trouve, il a été abusé, tout le gamin. Tu sais, c'est que c'est un gamin qui a entre 5 et 7 ans. Bah, tu t'imagines tout et voilà. Après, moi, j'ai pas de contact avec des patients à proprement parler, puisque ce que je fais chez le Charlie, c'est plus de la recherche. C'est vraiment moi ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est-à-dire que le contact avec les gens, il n'y a pas de souci, etc. Mais vraiment, ce qui m'a piqué depuis que j'ai commencé le master, en tout cas, c'est vraiment partir d'un point A, poser une question et se dire, vas-y, je vais trouver la réponse maintenant. Et donc, tu vas fouiller sur des sites spécialisés, etc., lire des études qui parfois font 50 pages pour trouver ce que eux ils ont pensé. Oui, mais eux ils ont dit ça. Et enfin, c'est un peu un puzzle en fait. Ok. C'est toi ce qui peut t'intéresser aussi dans la recherche, ce truc-là, quoi. Ouais. Okay. Ouais, bah, je pense que c'est un peu un ras-le-bol que j'ai eu des études aussi au bout de 5 ans. Enfin 6 parce que j'ai fait mon master en 2 ans. Qui a fait que j'ai pas voulu faire un doctorat et aussi les débouchés après un doctorat qui sont ridicules par rapport aux 8 ans d'études. J'avais pas spécialement envie d'être enseignant-chercheur. D'accord. Donc de ce fait-là, après, je me suis professionnalisée. Mais c'est vraiment... et puis, surtout que pour que ça m'intéresse, il faut vraiment que... Enfin, pour que je me mette vraiment à fond, il faut que ça m'intéresse. C'est-à-dire que moi, souvent, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en tant qu'en doctorat, si on veut faire un doctorat, il faut être financé. Pour être financé, il faut qu'une entreprise soit d'accord pour faire la recherche. Donc souvent, en fait, c'est juste des recherches qui sont induites par des entreprises. Donc, ce qui va arriver, on a besoin d'un psychologue qui fasse une recherche sur tel ou tel truc, et toi, tu vas postuler, tu vas être fait. Donc, c'est pas vraiment quelque chose que tu vas choisir, c'est quelque chose qui va plus ou moins t'être imposé pour avoir ton doctorat. Donc ça, moi, ça m'intéressait pas, et de toute façon, je suis incapable de le faire si j'ai pas d'intérêt derrière. Ok. Ça marche. Okay. J'avais encore une petite question qui peut être assez intéressante, je pense, pour les personnes qui essayent de se projeter dans ce genre de métier.
ce serait si c'est possible, bien évidemment, parce que je pense que ça peut rester une question assez vaste, mais est-ce que vous pourriez décrire une journée type que vous avez, toi, Mallory, peut-être en stage, enfin, comme vous souhaitez. Peut-être d'abord Floriane, parce que c'est quand même plus parlant, vu que j'ai pas de diplôme. Alors moi, du coup, je suis dans un service de chirurgie ambulatoire. Donc, c'est des petites chirurgies. Il y en a un peu de toutes les spécialités. Et on travaille en 12 heures. Donc, ouais, c'est bien. J'ai entendu que je chuchotais. Du coup, on travaille en 12 heures, c'est-à-dire qu'on travaille 3 jours par semaine, mais on fait des journées assez speed. Donc, sur des journées où on commence à 7 heures, on finit à 19h20 parce qu'on a... En fait, je fais 11h50 exactement. On a 30 minutes de pause. Ok. Voilà. Donc, le matin, quand on arrive, il faut ouvrir le service parce que c'est un service qui est fermé la nuit. Donc, il n'y a pas de relève, etc. Donc, on ouvre le service et les premiers patients arrivent dans le quart d'heure suivant. En règle générale, on a en moyenne entre 50 et 60 patients par jour. Donc, on est 3 infirmières. Le but de la chirurgie ambulatoire, c'est de faire les entrées des patients, donc de récupérer tout ce qui est administratif. Ça, on a un rôle administratif beaucoup trop important pour des soignants. C'est dans les services où on se bat avec les papiers. On ne devrait pas se battre avec des papiers, mais voilà. Tout ce qui est, on récupère également tout ce qui est prise de sang, radio, etc. en fonction de la chirurgie concernée. On prend les tensions, températures et en ce moment, questionnaire Covid, bien sûr, des patients. Et une fois que tout est OK dans notre dossier, on va faire changer les patients pour les mettre en tenue de balle, donc la tenue de bloc. Voilà. Donc ensuite, les patients partent au bloc. Donc là, du coup, ils sont plus sous notre responsabilité. Après le bloc, après l'opération, ils vont un petit moment en salle de réveil, où ils sont surveillés de point de vue réveil. Et ils reviennent chez nous. Nous, du coup, on a plusieurs surveillances à faire. Donc déjà, les constantes de base, donc la prise de tension, le pouls, et voilà, histoire déjà, la douleur, très important, surtout après la chirurgie. Voilà, les pansements, etc. Après, c'est spécifique à vraiment chaque chirurgie. Et bien sûr, on donne les traitements qui ont été prescrits par les médecins. Traitements qui sont toujours à vérifier parce qu'un médecin, c'est pas... Ça fait beaucoup d'études, mais ça fait des erreurs aussi. Si vous écoutez, il m'engueulerait, mais c'est pas grave. Ça va. C'est quelque chose que tu as appris sur le terrain, ça, cette expertise-là, ou dans tes études? Ouais, c'est sur le terrain? En fait, dans les études, on nous parle déjà de l'identitovigilance, donc vérifier l'identité des patients, et aussi la pharmacovigilance, donc surveiller les médicaments. C'est-à-dire connaître le médicament que tu vas donner, ses effets, et aussi les risques qu'il peut y avoir, parce que chaque médicament donné est efficace sur quelque chose, mais peut avoir une contrepartie derrière. Bien sûr. Et il y a des patients qui ont des allergies spécifiques, qui ne peuvent pas prendre certains traitements, mais que les médecins ne voient pas forcément. Donc, qui prescrivent, c'est à nous. Nous, on est dernier maillon de la chaîne, en fait, entre la prescription et le patient. Donc, on doit faire les dernières vérifications. D'accord. Et ça, on se rend compte que c'est vraiment très utile quand on commence à vraiment travailler et que c'est notre diplôme à nous qui est en jeu. Ouais, ça c'est sûr. Voilà. Et puis, du coup, mon travail, c'est essentiellement de la surveillance post-opératoire. Surveiller toute la conscience du patient, sa douleur et son état, en fait, en règle générale, pour qu'il puisse rentrer chez lui dans la journée. Il y a des personnes qui partent au bout de 2 heures d'intervention, d'autres un peu plus. Ça dépend vraiment du type d'intervention, c'est toujours pareil.
Voilà, et du coup, à la fin de ma journée, je dois plus avoir aucun patient dans mon service. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. C'est quoi tes objectifs? Enfin, est-ce que tu as des objectifs? Et donc, c'est ça. Alors, je suis dans une clinique privée, et du coup, mon objectif, c'est de faire le maximum de patients en une journée. C'est des objectifs financiers, en fait. Bien sûr, bien sûr. C'est triste, mais c'est ce qui régule le monde de la santé, que ce soit dans le public ou dans le privé. Ouais, de toute carrément. façon, c'est un peu pareil. Depuis quelques années maintenant, ouais, c'est la course à la rentabilité aussi, C'est aussi ça. bien à l'hôpital public que privé. Donc, on en a entendu largement assez sur le sujet depuis maintenant plus d'1 an. Hein. Complètement. Donc, ouais, non, c'est bien que tu dises ça aussi, que voilà, tu as attendu, toi, sur des objectifs fin de journée, plus de patients Plus personne dans ton dans mon service. service, et que j'ai fait le maximum de patients. Tu fermes boutique. On essaie toujours de faire rentrer le plus de patients dans le moins de place possible. Bien sûr. Et pour pouvoir fermer boutique, c'est ça, et repartir le soir en laissant un service vide, vu qu'il n'y a pas d'infirmière la nuit pour surveiller ce service. Ok. Bah, du coup, moi, peut-être que je peux expliquer aussi ce que je peux faire en stage en tant que stagiaire. Alors, j'en ai fait pas mal là des stages. J'ai parlé du dernier que j'ai fait. J'étais en chirurgie orthopédique, et là, c'était un service qui tournait toute la journée, c'est-à-dire qu'il y avait aussi des personnes la nuit. En gros, le matin, généralement, si tout allait bien, il y avait 3 infirmières, 2 aides-soignants. Ou 3 quand on avait soignant, et il y avait moi. En gros, ça faisait des horaires entre, alors je ne me rappelle plus, 6h et quelques à midi, 13h. En tant que stagiaire, on n'a normalement pas le droit de faire plus de 7 ou 8 heures, mais moi, généralement, je fais toujours en sorte de faire les mêmes horaires que les soignants, parce que déjà, ça montre la réalité du terrain, et surtout que je peux faire la relève du matin et la relève de l'après-midi. Et qu'en tant que stagiaire, on peut très bien faire les relèves. Alors les relèves, c'est le moment où les équipes les équipes changent et elles expliquent qu'est-ce qui se passe pour quel patient. Alors en tant que stagiaire, j'arrive, je me prépare, je me mets en tenue, je prends mes affaires et je fais ma première relève. Alors on prend nos notes en tant que stagiaire, et après généralement on a une infirmière on va tourner avec une des infirmières, et généralement nous on commençait, moi je préparais tout ce qu'il fallait pour prendre les constantes. Pendant que l'infirmière, elle préparait les médicaments, elle préparait son chariot. Du coup, moi, je partais, je prenais les constances, du coup, comme elle a expliqué, attention, tout ça, de tous les patients. Il y avait à peu près, ça dépendait des jours, mais il y avait environ minimum 15 patients, donc j'allais les faire. Et après, je revenais voir l'infirmière, et en gros, on donnait les traitements. Après, il y avait les choses plus... En fait, on organise tout dès le début pour faire, en gros, être très organisé. Je pense que c'est très important d'être très organisé, je l'ai remarqué, parce qu'on va avoir beaucoup de choses à faire en très peu de temps, et que des fois, il y a surtout des choses qui arrivent un peu, on ne s'y attendait pas, et ça peut tout... on fout l'organisation en l'air. Donc après ça, avec les aides-soignantes, du coup, j'avais mes patients à charge, je m'occupais de faire leurs soins de confort, leurs toilettes. Parfois, j'aidais quand l'infirmière était occupée à faire tout ce qui était paperasse, je n'avais pas à la regarder, du coup, j'aidais aussi les aides-soignantes, ça c'est important. Vous allez, si vous êtes infirmier, n'oubliez pas que vous êtes aussi aide-soignant, et que si vous pouvez aider, vous aidez, même si ça peut faire ça peut être un peu pénible de se dire je vais faire juste une toilette, mais en fait vous allez apprendre que c'est pas juste une toilette. Bref, du coup après ça, moi je revenais avec l'infirmière, on faisait le tour des traitements si c'était pas déjà fait, et après on faisait le tour des pansements. Moi j'ai beaucoup de pansements à faire, et du coup là c'est un peu vaste, mais selon avec qui vous allez être, en tant que stagiaire, vous pourrez soit être en autonomie totale, selon aussi l'année d'études, soit en fait vous allez dire à l'infirmière je vais faire ce pansement-là, si tu me laisses faire, est-ce que tu peux venir voir, est-ce que tu peux valider, etc. Du coup, moi je faisais tout ce que je pouvais faire. Et en fait, en tant que stagiaire, on peut quasiment tout faire tant qu'on est, tant que l'infirmier ou l'infirmière avec qui on est, il veut bien nous laisser faire, bien sûr, parce que c'est sa responsabilité. C'est très important. Si vous faites une bêtise, c'est un peu lui qui va prendre derrière. Mais vous êtes capable de tout faire. Moi, dès la première année, mon premier stage, j'ai préparé des perfusions, j'ai fait des prises de sang, j'ai fait des pansements. Voilà. Okay. Ça dépend beaucoup de l'infirmier avec qui tu es aussi. Ça dépend beaucoup de ça. C'est pour ça que c'est un peu vague, parce qu'il y a des stages où on ne peut rien faire, même pas aller
bien catée toute seule parce qu'on me laissait pas. Mais il y a des stages où je faisais mes entretiens, surtout en pédopsie, j'ai tout fait quasiment toute seule. On m'a fait confiance très vite. Et ça dépend aussi beaucoup de l'équipe et de comment vous êtes. Parce que bien sûr, il y a des stages qu'on n'a pas forcément envie parce que ça ne nous plaît pas forcément. Mais après, moi, je dis qu'il faut être curieux de tout. Et ça, c'est très important parce que si vous avez une idée fixe, par exemple, je sais pas, je veux être infirmière aux urgences, vous allez aller en EHPAD, vous allez aller en psychiatrie, vous allez en chirurgie, ça sera pas des choses que vous avez forcément envie de faire, mais des fois, en fait, on se dit, regarde, c'est bien ce que j'ai fait là dans ce stage-là. Et c'est aussi ça qui est vraiment bien, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que, même ce que j'ai dit et ce que Farine a dit, c'est bon, je suis pas encore infirmière, on a presque le même travail pour l'instant, on fait des choses différentes, alors qu'au final, on aura le même diplôme. C'est que vous avez les possibilités de travailler un peu, faire des choses différentes, alors que vous avez un c'est seul ça, diplôme. on a plein de lieux de travail possibles et imaginables. C'est la grande variété du travail d'infirmière qui est hyper cool. Ok. Le temps file un peu et j'avais d'autres questions encore, je vais vite les poser. Je voulais savoir, et je pense que c'est assez intéressant aussi quand on veut se lancer là-dedans, le salaire. Est-ce que vous connaissez le salaire moyen d'une infirmière? Je pense que ça doit aussi énormément dépendre de si c'est une infirmière en libéral ou si c'est... Voilà, moi je m'y connais pas, donc je vous laisse la parole. En fait, ça change en fonction de si déjà tu es dans le public ou dans le privé. Dans le public, elles vont commencer un peu moins élevées que dans le privé, mais elles vont monter beaucoup plus vite. Là, moi, ça fait 7 ans que je travaille dans le privé. J'ai fait que du privé. Et je suis à 1800 € par mois. D'accord. Avec le Ségur. Merci Ségur. Et dans le public, je sais qu'elle serait un tout petit peu plus élevée que moi. Ok. Pour le même temps. Je ne sais pas vraiment exactement, mais je sais qu'elles sont plus élevées. Après, dans le libéral, c'est en fonction de leur patientèle. C'est le principe, plus tu travailles, plus tu as des sous. Voilà. Mais c'est un rythme qui est très important aussi, le travail en libéral, mais qui est hyper passionnant parce que tu rentres dans l'intimité des gens vraiment. Ouais, c'est très bien. Ouais. Moi, pour le salaire, je n'ai pas encore touché en tant qu'infirmière, je ne sais pas. Mais en fait, il y a des on-dit, et j'espère pas, parce qu'on m'a dit que, par exemple, aux HL, quand tu débutes en tant que jeune infirmière, ta paye de base, ça va être 1004. Sauf que ça me fait un peu bas quand même, mais apparemment, ça peut monter assez vite, et maintenant, ça serait entre 1006 et 1007. Pour le début. Et en fait, ce qui est bien, si tu as ton année, un peu comme partout dans les entreprises, tu as surtout l'année l'ancienneté, pardon. Et voilà, après, tu dois avoir des primes, ou je sais pas, je sais que ma mère, elle en a en tant qu'aide-soignante, mais ça, je pourrais pas vous dire. En fait, tu montes t'as une grille d'échelons que tu escalades en fonction de ton ancienneté. D'accord. Ok. Ça doit se trouver sur Internet assez facilement, par contre. Ouais, je pense. Ok, et j'avais encore une dernière petite question pour conclure. C'est un peu la question coup de gueule. Quelles sont les remarques que vous en avez marre d'entendre en tant qu'infirmière ou étudiante infirmière? Je sais que Mallory, souvent, elle m'en dit, donc je me suis dit que c'était peut-être pertinent de poser la question. Alors, vu qu'on est là, moi, ce qui m'énerve, même si c'est... Je sais, je vois pas les étudiantes comme étant inférieures aux infirmières, mais à chaque fois que je parle de mes études, on me dit « Ah, t'es aide-soignante ». Mais en fait, ce qui m'attriste, c'est que les gens ne connaissent pas forcément ce que c'est le métier d'aide-soignant, en fait. C'est surtout pour eux que je pense à ça. En fait, on confond un peu, et les gens, je pense qu'ils ont ce cliché un peu de Grey's Anatomy, ils savent pas trop ce qu'on fait, je pense, alors que c'est un métier qui est connu. Tu dis à quelqu'un dans la rue, infirmière, il va pouvoir te décrire, et sûrement, je suis pas forcément sûre. Et les remarques que j'ai c'est pas moi des remarques, c'est un peu vis-à-vis des... c'est un peu du sexisme ordinaire, c'est aussi, l'infirmière, c'est un peu, comment dire, un peu la bonne affaire du médecin, quoi, c'est ça. Et il y a certains médecins, malheureusement, ou internes même, qui te le font comprendre en mode, tu n'es rien, tu n'as pas fait médecine, tu es juste infirmière, donc tu te tais et tu fais ma prescription. Et que, j'étais là en mode, mais waouh, ok, c'est quoi ce monde, quoi. Tous les en tant que stagiaire, et surtout c'est un monde très féminin, mais il y a peu d'hommes, j'en ai vu peu d'hommes infirmiers, mais j'ai vu beaucoup d'hommes médecins par contre.
Ouais. Ok. Mais ça change, hein, heureusement. J'ai beaucoup de médecins. On n'a pas parlé de la relation avec les médecins, mais c'est vrai que c'est particulier aussi. Hein. Ouais. Ouais. Bah, si tu veux en dire quelques mots, pas de souci. Balance. Alors, par où je commence? Non, en fait, je trouve que les nouveaux médecins, ceux qui viennent d'être diplômés, ont une façon de nous appréhender, nous, infirmières et aides-soignantes, qui est beaucoup plus humaine que les vieux médecins. J'ai des vieux médecins dans mon service qui arrivent en hurlant, non pas nos noms, mais infirmière. Oh là là. Il faut que la première lui réponde, quoi. Si on lui répond pas, monsieur va faire un caprice. D'accord. Alors après, c'est là qu'il faut apprendre à prendre sur soi. Ou à carrément lui rentrer un peu dedans. Des fois, ça leur fait plaisir aussi. C'est un peu ce qu'ils cherchent. Mais franchement, je bénis les nouveaux médecins qui arrivent et qui n'ont pas la grosse tête qu'ont les anciens médecins à se croire supérieurs à tout le monde parce que eux ont fait médecine et qu'ils gagnent beaucoup d'argent, qu'ils peuvent acheter de grosses voitures. Mais, voilà. Mais c'est ça que ça commence à changer. c'est compliqué. Ouais, je comprends. Bah, j'ai mon cousin qui avait essayé de faire ses années de médecine et il n'avait pas réussi. Du coup, il s'était rabattu sur le métier d'infirmier. Donc voilà, c'était pas son premier choix. Et il a fait qu'une seule année en tant qu'infirmier, donc il a eu son diplôme et tout ça. Et il a tenu qu'une seule année en tant qu'infirmier parce que ce qu'il nous avait dit quand il a démissionné, c'est que, je cite, j'en avais marre d'être le larbin des médecins. C'était, voilà, j'avais l'impression il disait qu'il avait l'impression de ne pas être reconnu, qu'il était juste un homme à tout faire et voilà quoi. Donc c'était pas du tout gratifiant pour lui et c'est pour ça que ça l'a poussé à changer de voie et aujourd'hui il fait plus du tout ça. Ouais, non, c'est vrai que c'est très compliqué. Et je pense que pour les futurs diplômés infirmiers, il va falloir vous accrocher de fou. Parce que les directions, alors là je parle même plus des médecins, mais les directions des hôpitaux, cliniques, etc., vont avoir pour seul but de faire beaucoup plus d'argent qu'ils n'en font actuellement, au dépit des conditions de travail qui vont être encore plus difficiles qu'elles ne le sont maintenant. Ah ouais, ça prend vraiment cette tendance-là aujourd'hui? Ouais. Moi, en 7 ans que j'ai commencé, franchement, dans mon service, quand j'ai commencé il y a 7 ans, j'ai commencé dans ce service, il y avait 30 patients maximum. Aujourd'hui, pour le même nombre d'infirmières, pour le même nombre d'aides-soignantes, on a quasiment doublé le nombre de patients. Wow, ça m'étonne pas. Malheureusement. Ok. Et en fait, plus on change de direction et plus on nous impose des rythmes et de la pression supplémentaire. Je vois pas ça bien, moi. Donc ça va atteindre forcément une limite. Ça atteindra forcément une limite. Ouais, c'est ça. Et je sais pas jusqu'quand ils vont trouver cette limite. Mais ça, c'est vrai que les conditions de travail. Merci. Et en plus, on peut en parler parce que c'est important si vous voulez vous lancer là-dedans, c'est que malheureusement, alors moi j'ai commencé en 2019, donc j'ai commencé ma première année, ça allait, et bam, il y a eu ce qu'on appelle le Covid. Et après, en stage, vu qu'on est, alors moi j'ai eu un stage qui a sauté, malheureusement, j'ai pas pu le faire, j'ai dû aller travailler, enfin j'ai pas trouvé de stage, donc j'ai été travailler comme aide-soignante. Et pendant mes stages et après, on m'a tout de suite dit, ah bah vous, votre génération, enfin votre promotion d'infirmière, vous avez des infirmiers en carton. Donc, toutes ces réflexions-là, il faudrait qu'ils se les gardent parce que nous, on a fait nos études durant une pandémie, c'est la meilleure façon d'apprendre. Donc, moi, je le prends comme ça. Voilà. On est pro des PCR, il n'y a pas de problème. Le Covid, on connaît sur le bout des doigts. Donc, la détresse respi, il n'y a pas de problème. Mais non, ça, c'est pénible. Et les conditions de travail, oui, il faut y penser parce que quand on est à l'hôpital et qu'on voit qu'il n'y a pas de moyens, que les patients, ils ont. Enfin, moi, j'ai dû m'occuper de patients, il n'y avait même pas de serviettes pour les essuyer. J'ai dû prendre des thés d'oreiller. Enfin, j'étais au public, mais des fois, on se pose des questions. Le patient n'a même pas un oreiller, quoi. Enfin, c'est fou de se dire ça, alors qu'on est là à dire que la France, c'est parfait, c'est génial, alors qu'on essore les hôpitaux et que, on demande beaucoup plus de travail aux infirmiers et aux internes, à tout le monde, et avec beaucoup moins de moyens pour beaucoup plus de patients. Et j'espère que le Covid, il va encore plus montrer ça en lumière et que ça va faire agir, que ça va faire changer les choses.
Parce que ce que moi je me rends compte, et que c'était déjà avant, c'est qu'il y a un vrai problème et qu'il faut plus fermer les yeux, quoi. Mais là, ça devient hors sujet. Est-ce que toi, Floriane, tu as ressenti une différence de la reconnaissance, pas de la part de tes pairs, mais de la part des gens d'une manière générale sur ton métier depuis 1 an maintenant? Est-ce qu'ils te voient autrement? Est-ce qu'il y a des remarques que tu n'as jamais entendues auparavant? Est-ce que ça a changé quelque chose ou pas? Alors, c'est qui tout double en fait. Ouais. C'est soit maintenant on me dit non, vous faites un métier qui est vraiment compliqué, etc. Soit à l'inverse, maintenant vous avez eu le Ségur, vous n'avez plus à vous plaindre. D'accord. Ouais, il y a des gens qui pensent que l'argent a réglé tous les problèmes. Sauf qu'en fait, ils comprennent pas que pour nous, si on se plaint, c'est pas forcément que pour les conditions de travail de l'infirmière, mais c'est aussi surtout pour les patients, quoi. Bien sûr, bien sûr. Pouvoir prendre en charge comme il faut les patients dans le respect, simplement. Et est-ce que au sein de ton service, tu sens plus d'entraide avec tes collègues, ou est-ce que ça a toujours été le cas en termes d'ambiance? Alors, dans mon service, j'ai la chance exceptionnelle d'avoir une équipe géniale. Je sais même pas quel mot utiliser pour le dire. Et du coup, par contre, le Covid, nous, ça nous a un peu miné toutes, parce que on est une clinique de chirurgie principalement. Sauf que avec les périodes du Covid, l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, a demandé aux cliniques d'arrêter leur chirurgie non urgente pour prendre des lits de Covid, donc des lits de médecine, et arrêter de s'occuper des chirurgies. Donc mon service a été fermé à la première vague et je me suis retrouvée en service de Covid. Ok. D'accord. Donc c'était pas un choix de ma part, et la prise en charge de patients de médecine est complètement différente que d'une prise en charge de chirurgie. Et nos médecins chirurgiens devaient s'occuper des Covid. Pareil, c'est pas forcément leur boulot, et il y en a beaucoup qui ont été très stressés et très stressants. Oui, bien sûr, évidemment. Au niveau matériel, ça a été très compliqué également. Et mon équipe, du coup, on a implosé à ce moment-là, vu qu'on a été mise un peu partout dans tous les services possibles et imaginables. Donc voilà. Ouais, ok. Vous avez Ce qui fait que maintenant on est plus soudés que jamais, mais il y a eu une phase avant on a dû vivre cette épreuve. Ouais, donc du sang-froid, de ce que je comprends, sa capacité à t'adapter, ça a été primordial. L'adaptation, c'est primordial. Ouais, ok. Ouais. Ça marche. Bon, bah écoutez, Mathilde, je sais pas si tu avais d'autres questions, mais on va peut-être s'arrêter là. Ouais, on a un peu dépassé le temps. Et non, j'avais déjà fait le tour, donc c'est trop bien. J'ai pu répondre un petit peu à tout. Cool. Claire, je vais peut-être prendre le relais sur le parcours Charlie. Je vais faire en quelques mots. Sachez que nous, on a créé, donc c'est Laura qui l'a conçu, un parcours spécial Covid et santé mentale pour accompagner les jeunes dans cette période si particulière. Chez Hello Charlie, nous, notre expertise de base, c'est d'accompagner les jeunes à trouver et de les aider à trouver leur voie et de les accompagner dans ces périodes de leur vie, voilà, où il y a beaucoup de choix à faire, des choix importants, donc des choix liés à l'orientation. Mais avec les échanges qu'on a eus avec vous sur Discord et les observations qu'on a pu faire, on s'est rendu compte qu'on avait un coup de pouce à vous donner avec ce parcours-là, qui est accessible donc sur Discord et sur notre compte Instagram. Donc voilà, si jamais vous voulez tester, ça prend pas beaucoup de temps, ça vous permet de faire un test d'auto-positionnement sur votre état de santé mentale, et Charlie va vous donner quelques conseils pour à la fois rendre votre quotidien plus agréable et surtout des contacts utiles. Voilà, si jamais vous avez un coup de mou et surtout le besoin d'en parler à quelqu'un, à un professionnel de santé. Voilà, c'était mon petit mot de la fin. Merci beaucoup à vous trois de nous avoir accordé votre temps. Ce live sera disponible en replay dans quelques jours sur notre chaîne YouTube. On va le partager sur la communauté. Voilà. Merci. Retrouvez-nous la semaine prochaine à la même heure pour un test
un test Charlie animé par Julie. Et Ouais. puis, j'espère vous revoir très rapidement sur un prochain live, les filles. Merci encore pour vos témoignages. Merci beaucoup. Pas de souci. N'hésitez pas s'il y a des personnes qui veulent me contacter par rapport aux études d'infirmière. J'ai mis mon Discord, donc c'est Mallory. Vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème, je répondrai à vos questions. Super, Voilà. super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Et à très vite. Merci Au revoir. beaucoup. Salut. Au revoir.